Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci de participer avec nous au troisième webinaire du CEF6. Aujourd'hui, nous allons parler de la continuité d'activité et la cybersécurité, donc l'équilibre entre les deux en position de télétravail. La situation actuelle qui impose à plusieurs salariés d'être confinés chez eux en situation de télétravail, avec les outils, les infrastructures et l'organisation que leur entreprise ou leur administration met à leur disposition pour travailler. Est-ce sécure, pas sécure? On va traiter tous ces aspects-là avec deux du CEF6, Nicolas Cotte, qui est ancien RSSI, membre du CEF6 Lille, et mentor, qui aide plusieurs membres du CEF6 dans une démarche de conseil, une démarche de coaching et de formation aussi. Nous avons aussi avec nous Aline Barthélémy, RSSI dans un grand groupe international aujourd'hui. Les membres du CA du CEF6 Lyon animent le groupe CEF6 à Lyon. Nous avons aussi avec nous Steph Draperi de CEF6 Marseille, anime le groupe CEF6 côté Nice, Cannes, Marseille, donc le sud, ancien RSSI de CSI Call Center du groupe Avas Bolloré. Et puis nous avons de Lille aussi, du CF6 Lille, Isabelle Narboni, consultante formatrice en conduite du changement, coach Google Suite Freelance. Tout de suite, je vais peut-être leur donner la parole pour se présenter rapidement, nous dire ce qu'ils font en 2-3 minutes. Nicolas, commence par Nicolas. Bonjour et merci à tous pour d'être là aujourd'hui. Donc moi, je suis ancien RSSI dans des groupes internationaux, dans l'industrie et dans la grande distribution. Et je suis un des membres de la première heure du CEF6 et j'accompagne et contribue à chaque fois et autant que possible. Et aujourd'hui, c'est avec grand plaisir que je vais répondre et co-animer cette intervention avec Aline. Merci Nicolas. Aline. Bonsoir à tous, donc, je m'appelle Aline Barthélémy, je suis RSSI dans un groupe de trading et j'ai auparavant travaillé dans une entreprise industrielle. Je suis également enseignante et conférencière sur la cyber. Merci Aline. Donc Aline et Nicolas vont faire la présentation, répondre à vos questions. En back-office, nous avons... Si tu peux te présenter, Steph. Alors, je me présente, ancien RSSI donc, de la société CSI, call center, on faisait du sondage, de la data. Et bon, maintenant, je m'oriente vers la cybersécurité avec votre aide. Merci Isabelle. Oui, bonsoir à tous. Donc Isabelle Narboni, donc je suis consultante en conduite du changement. Donc je suis surtout orientée sur l'accompagnement des utilisateurs et il est clair qu'actuellement on accompagne énormément aussi sur la partie sécurité numérique pour pouvoir effectivement qu'ils aient les bonnes pratiques. Voilà. Merci Isabelle. On va démarrer tout de suite. Deux petites informations. Vous pouvez poser des questions, soit à l'onglet chat ou questions. Steph et Isabelle vont prendre toutes vos questions. Et à la fin de la présentation, Nicolas et Aline vont répondre à toutes vos questions. Mais avant de démarrer avec le sujet, j'aimerais déjà vous parler du CEF6, le Cercle des femmes de la cybersécurité, qui organise cet événement dans le cadre des actions de sensibilisation grand public du CEF6. Et dans le cadre de ces objectifs de sensibiliser, éduquer, prévenir, protéger. Donc le CEF6 créé en 2016 compte aujourd'hui plus de 200 adhérents et adhérentes aussi, parce qu'on a des adhérents comme Nicolas qui nous aide depuis le premier jour. Il fait partie des premiers à avoir adhéré au CEF6. L'idée, c'est de promouvoir les métiers de la cybersécurité auprès des femmes qui souhaitent soit accéder à ces métiers, soit qui ont un projet de reconversion et on les aide, on les coach et on les
on les forme de façon à avoir plus de femmes dans la cybersécurité. Je suis ravie de l'article paru hier qui a été largement commenté. C'est une étude de l'Institut Sens qui dit depuis 6 ans, le nombre de femmes en cybersécurité a doublé. Donc voilà, on peut être fier du travail qu'on fait sur le terrain. Plus il y a des femmes dans ces métiers qui sont dynamiques, très intéressants et passionnants. Tout de suite, on passe au vif du sujet. Je laisse la parole à Aline et Nicolas. Alors aujourd'hui, nous avons un contexte qui est particulier puisque nous combinons en fait 3 challenges. Le premier challenge en fait, c'est de se retrouver face à une crise sanitaire sans précédent qui confine les gens et qui crée un stress et une charge mentale importante. Le deuxième challenge, c'est qu'on se retrouve avec des entreprises qui doivent faire face à un usage du home office à une échelle qui n'avait jamais été atteinte jusqu'à présent. Même certaines entreprises n'autorisaient pas le home office avant la crise et ont dû se tourner vers l'usage du home office pour survivre quasiment du jour au lendemain. Et malheureusement, un troisième challenge qui vient compliquer la donne, c'est que les menaces cyber explosent. Une étude qui a été faite les derniers jours indiquait que plus de 50% des sites web qui ont été enregistrés sur les dernières semaines avec le nom Covid ou coronavirus étaient des sites de phishing ou des sites malicieux. Donc on se retrouve avec une combinaison de facteurs qui est particulièrement difficile à gérer. Et aujourd'hui, le challenge pour beaucoup d'entreprises, c'est comment trouver cette balance entre maintenir la sécurité de l'entreprise, mais aussi assurer sa continuité et permettre à ses utilisateurs de travailler de concert depuis chez eux, depuis le confinement. Alors, nous allons vous présenter aujourd'hui une situation un peu quels seraient les dispositifs à mettre en place d'un point de vue utilisateur et d'un point de vue de la DSI, puisqu'il faut penser à ces deux pôles qui sont importants dans les systèmes d'information. Et puis, parce qu'on est aussi dans la vraie vie et qu'on n'a pas toujours les budgets dont on rêve, on va également évoquer un petit peu une situation dégradée et vous donner des recommandations quand vous ne pourrez pas mettre en place toutes les solutions qui vous seront recommandées. Alors, si oui, donc on va commencer donc par un sujet autour de la gouvernance. Aline, quand on parle de gouvernance, il y a différents thèmes qui sont prépondérants. On parle de politique IT, de charte, de plan de continuité et de gestion de crise. Mais concrètement, quand on parle de télétravail, quelles sont les règles qui sont bonnes et importantes à mettre en place pour l'entreprise? Alors, les 4 documents que nous avons indiqués sont aujourd'hui en fait indispensables pour donner un message clair à nos utilisateurs dans une situation de crise. Il ne faut pas oublier qu'ils doivent faire face aujourd'hui à une charge mentale élevée. Nous sommes tous confinés à la maison avec les enfants, donc il faut assurer l'éducation, l'école, les repas et le travail. Et il est primordial que le message fourni à nos utilisateurs soit clair. Les 4 documents qui sont listés ici permettent en fait cette clarté et cette lisibilité au sein de l'entreprise. La politique IT va définir quels sont les usages de l'entreprise et cette politique, elle est adossée à la stratégie de l'entreprise. Donc, c'est un moyen pour l'utilisateur d'avoir un usage raisonné des ressources qui lui sont mises à disposition pendant la crise. Là, tu nous parles de politique. Derrière, je comprends cette notion de charte de nomadisme, parce qu'on ne fait pas tout aujourd'hui depuis les locaux de l'entreprise. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus? Alors, la charte de nomadisme, elle doit expliquer de manière très simple, et ça peut être un simple document d'une page, comment un utilisateur doit travailler de la maison.
Il ne s'agit pas pour lui d'aller compulser un document assez compliqué, mais ce sont des règles souvent de bon sens sur, par exemple, comment je dois démarrer mon PC le matin, est-ce qu'il y a des outils à activer et quelles sont les règles de bons usages lorsque je suis chez moi et que je ne suis plus protégée dans le périmètre de l'entreprise. J'entends tu vois, ce sujet du télétravail, ce sujet de l'entreprise, mais à nouveau, qu'est-ce qui est si particulier pour le télétravail dans le cadre d'un contexte de continuité comme on est actuellement? La grande différence aujourd'hui, c'est que par rapport à un home office choisi et qui peut représenter un petit peu une bulle d'oxygène où l'utilisateur va être plus souple sur son emploi du temps et son utilisation des ressources informatiques, on a un contexte de stress. On est en dehors de notre zone de confort et c'est un home office subi. Et c'est là, pour la DSI, l'intérêt d'avoir un plan de continuité sur lequel on peut s'appuyer pour dérouler les étapes clés de manière claire et en séquence pour s'assurer que ce déploiement se fasse de manière harmonieuse et que tous les utilisateurs puissent utiliser les ressources de manière pérenne. La pérennité est un de nos fils conducteurs ce soir, mais comment prépare-t-on à travers la crise que l'on vit ce sujet du télétravail aujourd'hui et dans le futur? Alors, aujourd'hui, clairement, les entreprises sont en crise. On a tous les indicateurs pour activer une cellule de crise. Il est important d'enregistrer et de garder la trace de tout ce qui a pu être fait, les écarts avec le plan de continuité, les décisions de dernière minute qui ont pu être prises parce qu'un outil ne fonctionnait plus ou un outil n'a pas tenu la charge, et de référencer toutes ces actions pour pouvoir en tirer les leçons. La crise peut également se transformer en opportunité. Si on doit faire face à une difficulté, il faut pouvoir, on peut être amené à tester des nouvelles solutions et on peut transformer du coup cette crise en opportunité d'implémenter des nouveaux produits ou des solutions qu'on n'avait pas pu mettre en place auparavant. Mais la logique de la gestion de crise va permettre en fait de tirer les leçons, les enseignements et de devenir plus résilient si une nouvelle crise devait survenir. Aline, là on vient de faire un premier point sur la partie gouvernance. Si maintenant on s'adressait à nos auditeurs qui sont dans un premier temps utilisateurs finaux des solutions informatiques, qu'est-ce qu'on pourrait leur dire? Quels sont les grands mots-clés qu'ils doivent retenir? Alors, il y a des outils qu'une entreprise doit mettre à disposition de ses salariés pour qu'ils puissent travailler de manière efficace et sereine. Et il est important de protéger son identité numérique. Nous n'avons plus la protection périmétrique des locaux, nous n'avons plus la protection d'être branché en direct sur le réseau de l'entreprise. Dans les solutions techniques à fournir aux salariés et à l'employé pour qu'ils puissent travailler, au niveau de l'identité, beaucoup d'entreprises proposent des vaults qui permettent de conserver les mots de passe et de ne pas avoir le fameux carnet ou post-it ou encore dernièrement, on a vu sur un reportage un mot de passe collé au scotch en haut d'un écran. Une solution importante également, c'est l'authentification forte. L'authentification forte, c'est tous les mécanismes qui permettent d'entrer un autre facteur pour identifier la personne en plus de son mot de passe. Pourquoi c'est important? Parce que nous sommes de plus en plus dans des solutions cloudifiées type Office 365 et vous l'avez vu aujourd'hui, c'est la beauté de l'outil. Vous pouvez vous connecter depuis n'importe quel PC, vous rentrez votre login, votre password et vous êtes connecté à vos mails et à votre SharePoint. Mais c'est aussi le défaut. C'est que avec ces simples codes, si quelqu'un vous les a volés à travers de l'ingénierie sociale, il peut se connecter et se faire passer pour vous.
Et enfin, surtout dans une architecture qui n'est pas encore entièrement cloudifiée, il faut un VPN. Donc, c'est un tunnel qui permet à l'utilisateur, lorsqu'il démarre son PC le matin, de se retrouver dans une configuration quasiment identique à celle qu'il a lorsqu'il est branché au réseau de l'entreprise. Alors, Aline, je comprends que l'identité devient la nouvelle clé de la sécurité, mais comment je peux protéger mes informations, mes documents? Est-ce que l'identité, c'est qui je suis, mais dans le cas de l'entreprise en situation de télétravail, je dois partager des documents, je dois échanger. Que puis-je faire? Alors, il est important que les entreprises aient répondu à des besoins clés qui sont des solutions de conférences web et audio que l'entreprise va configurer. Il y a eu récemment certaines solutions qui ont été mises en cause pour des failles de sécurité. Donc, il est important que l'utilisateur soit très clair sur quelle est la solution de conférence audio qu'il doit utiliser, quelle est la solution de conférence web qu'il doit utiliser et quelle est la solution de partage documentaire qu'il doit utiliser. Si l'entreprise ne met pas ces solutions à sa disposition, on va se retrouver avec des ouvertures de solutions, je vais dire, gratuites, mais sans aucune protection. Et avec un utilisateur qui ne sera peut-être pas à la pointe pour ouvrir des droits. Et on pourrait se retrouver, dans le pire des cas, avec de la perte de données, des données qui vont fuiter. On peut aussi se retrouver avec des factures téléphoniques salées si l'utilisateur commence à utiliser son portable ou un autre téléphone à la place des solutions de conférencing qui lui sont proposées. Donc, c'est vraiment un élément clé. Il faut que ce soit clair et que ce soit simple. Donc, en résumé, il faut que j'utilise les outils qui sont proposés par mon entreprise. Mais que dois-je faire? À quoi dois-je être vigilant concernant le poste de travail qui m'est confié? Alors, en tant que RSSI, il y a un message que je ne me lasserai jamais de répéter. Ne touchez pas à la configuration de votre PC. Nous n'installons pas certains logiciels pour vous embêter, mais pour vous protéger. Donc, je comprends complètement la situation actuelle où l'utilisateur a besoin d'accéder et que parfois les difficultés techniques rendent le travail quotidien stressant. Mais en aucun cas un utilisateur ne devrait toucher à l'antivirus, à sa configuration proxy pour aller sur Internet. Tout ça a été mis en œuvre pour que votre PC soit robuste, pour que vous ne soyez ni hacké ni attaqué et vous permettre de travailler correctement. Si vous rencontrez un problème, contactez votre service desk, faites-leur savoir qu'il y a une difficulté. Ils ne peuvent pas résoudre un problème dont ils n'ont pas conscience. Et puis, je dirais, pour terminer, on a remis un petit peu quelques règles de bons usages. Un usage, un compte, un mot de passe. Alors, comme nous ne sommes pas des vaults sur pied, je dirais qu'à minima, essayez d'avoir un mot de passe pro et des mots de passe pour votre vie perso. Petite anecdote, il y a des entreprises dont les comptes ont été hackés parce que des personnes utilisaient leur compte professionnel ou le même mot de passe sur des applis de fitness ou des applis de jeu qui ont été hackés. Et en partant des comptes de fitness et de jeu, ils ont pu rentrer dans les systèmes d'information de l'entreprise. C'est quand même dommage. Et un conseil que je donnerais aussi, qui est particulièrement pertinent en cette période de confinement, fermez votre session quand vous quittez votre écran. Beaucoup d'entre nous sommes confinés en famille et un accident est vite arrivé. Si vous voulez pas retrouver votre enfant à votre conférence, à votre place, ça serait mieux de fermer la session. Et je recommande aussi de déconnecter et d'éteindre carrément le PC le soir quand vous arrêtez. C'est plus pratique. Voilà pour les utilisateurs. Maintenant, Nicolas, ça serait bien qu'on parle un petit peu des solutions pour la DSI et qu'est-ce qu'une DSI peut mettre en œuvre pour protéger son entreprise. Alors, on s'est un petit peu inspiré du NIST quand on a préparé cette présentation. Est-ce que tu peux me dire un petit peu, Nicolas, ce qu'une DSI devrait mettre en place pour protéger l'identité de ses employés et de ses utilisateurs? Alors,
Tout d'abord, je vais commencer par ce sujet de l'identité. Le mot-clé, c'est simplicité. Simplicité d'usage, acceptabilité des utilisateurs. On a vu cette problématique de un compte, un usage, un mot de passe. C'est là où des mécanismes et des outils comme de l'authentification forte permet d'éviter de démultiplier ces mots de passe à mémoriser, qui en plus changent, qui en plus peuvent changer régulièrement. Donc ça, c'est un premier message. C'est a fortiori dans le monde extérieur, quand il y a des systèmes qui sont cloudifiés, des systèmes qui doivent être accédés à distance, et qui plus est des systèmes qui nécessitent des privilèges, l'utilisation de solutions d'authentification forte est une des très grandes priorités. Le deuxième message sur l'identité qui est important, c'est quelle stratégie employer pour changer les mots de passe. Les collaborateurs de l'entreprise ne sont plus au sein des locaux pour effectuer les changements de mot de passe. Très probablement, vous allez arriver sur des comptes qui arrivent à expiration car les mots de passe sont changés. Donc peut-être il y a un sujet à anticiper et d'imposer un changement de mot de passe, peut-être avec des comptes dédiés, le temps de la crise, peut-être avec des choses qui sont préparées en amont pour éviter de rajouter un incident en plus de l'incident. Cette notion de la fluidité de l'expérience utilisateur est quelque chose qui est vraiment clé dans la protection de l'identité des collaborateurs et donc de l'entreprise. Très bien. Et si nous passions justement à la protection, qu'est-ce qu'une entreprise devrait mettre en place pour protéger ses employés et leur permettre de travailler de manière sereine? Alors, en rentrant un petit peu dans la technique, tout d'abord, utiliser des solutions qui sont connues depuis de nombreuses années, comme des antivirus. Qu'ils soient déployés, c'est bien. Qu'ils soient actifs, c'est encore mieux. Et qu'ils soient actifs et à jour, c'est très bien. Ça permet déjà d'adresser le sujet des menaces inconnues et de les nettoyer, d'assurer que, à minima, pour ce qui est connu en termes de menaces, soit maîtrisé dans un temps acceptable au regard de la vie de l'entreprise. La deuxième chose qui est importante, c'est d'utiliser des solutions plus avancées pour des menaces qui sont moins sur étagère, qu'on appelle des Endpoint Detection and Response, des EDR. La particularité, c'est qu'il faut s'assurer qu'ils détectent, mais surtout qu'ils fassent de la remédiation en mode automatique. Car on voit de plus en plus de menaces qui font beaucoup l'actualité, comme les ransomware, où on se rend bien compte que le sujet de la détection seul n'est plus suffisant. On est sur des notions de temps de réaction qui sont de l'ordre de la seconde, de la milliseconde et qui sont hors de la capacité du temps humain. Donc ce sujet de l'automatisation est vraiment prépondérant dans le choix de la solution et dans le choix des configurations. Parler d'ouverture de l'entreprise vers l'extérieur, parler de télétravail, c'est parler d'ouverture de flux. C'est autoriser les applications à communiquer vers l'extérieur. La particularité du moment que nous vivons actuellement, c'est le temps. On manque de temps et il faut prendre ce temps pour faire des ouvertures raisonnées, maîtrisées et qui soient documentées. C'est en voulant peut-être aller un petit peu trop vite qu'on va ouvrir des choses trop largement, qu'on va garder des portes sur lesquelles on ne saura pas revenir en arrière dans le temps, hormis peut-être sur un incident, et là, malheureusement, il sera trop tard. C'est surtout ne pas autoriser, a fortiori, tout système nécessitant des privilèges à être connecté depuis Internet. C'est pas parce qu'on est en crise qu'il faut faire du shadow IT au sein de l'IT. C'est vraiment, il faut rester dans la rigueur, dans la préparation et ne pas précipiter les choses, même s'il y a une pression très très forte qui peut être exprimée par les métiers, par les utilisateurs. Concernant les postes de travail, aujourd'hui, vos postes ne sont plus dans l'entreprise. Les ordinateurs portables, il est de coutume et largement accepté qu'il faut les chiffrer. Maintenant, dans le cas, et on en reparlera lors du plan B, c'est n'oubliez pas tous les postes fixes qui ont été expédiés hors des murs de l'entreprise, qui sont également à protéger. Dans ce cas du confinement, il y a un sujet qui est important qui est l'accès et la maîtrise des actions d'administration. Donc,
des solutions comme des bastions d'administration, ne serait-ce que de l'enrichissement au niveau des logs, des traces informatiques, sont des choses importantes pour être capable de savoir ce qui s'est passé et pour être en mesure d'apporter des éléments de réponse en cas d'incident. Que s'est-il passé? Si vous n'avez pas la visibilité, que vos barrières ont été percées, c'est d'autant plus compliqué pour les équipes opérationnelles de venir vous accompagner, de venir vous aider à permettre cette continuité d'activité. Il ne serait pas juste d'oublier que les collaborateurs sont hors de l'entreprise, hors des murs de l'entreprise, et qu'il n'y a pas forcément et nécessairement un poste de travail qui permet d'accéder au système d'information de l'entreprise pour chacun des collaborateurs. Il faut trouver le bon équilibre et surtout se poser la question comment permettre aux collaborateurs de se connecter aux ressources de l'entreprise depuis des postes personnels. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, on vous a parlé tout à l'heure d'identité, d'authentification forte, de VPN, d'antivirus. Tout ça, c'est des points de contrôle à rajouter sur votre checklist avant d'ouvrir le service. Concernant les proxys, vous êtes dans une situation où les accès à Internet sont utilisés à outrance. Les collaborateurs sont connectés à Internet toute la journée. Donc, soyez vigilants sur la configuration de ce proxy qui est à la fois une barrière de protection et une barrière vous permettant d'assurer la qualité du service d'accès à Internet pour les collaborateurs. Pour terminer sur la dimension protection, n'ayez confiance en personne, vérifiez tout, assurez-vous que vous avez la maîtrise de chacun des éléments et que ces éléments sont discutés au sein de la DSI, mais aussi également avec vos partenaires. Alors ça, c'est très bien, Nicolas, mais il va quand même falloir qu'on mette en place des solutions de détection parce que nous savons que nous avons des hackers à la porte qui veulent rentrer dans nos systèmes. Qu'est-ce que tu préconiserais pour cette partie détection? Alors, les hackers prennent rarement des vacances, dorment très peu, donc peuvent attaquer à n'importe quel moment du jour ou de la nuit. C'est là où s'appuyer sur un centre d'opération de sécurité, donc un SOC, est quelque chose vraiment d'important, car il va nous servir à détecter, à savoir ce qui se passe et surtout d'être en mesure de pouvoir réagir. Et c'est là où, en complément du SOC, en anticipation, on parlait de gestion de crise, de préparer la crise, se rapprocher de partenaires ou organiser en interne des réponses à incidents, avoir une capacité à répondre en cas d'incident, c'est quelque chose de prépondérant parce que la question n'est pas de quand est-ce que ça va arriver, mais le jour où ça va arriver, comment on a cette capacité de répondre, comment on peut diminuer l'impact dans sa durée et dans son ampleur pour l'entreprise. Oui, surtout que nous avons vu au début que malheureusement les hackers sont encore plus actifs qu'en temps normal et nous avons vu dans l'actualité ces derniers jours que même des grands groupes de sécurité ont été attaqués par des ransomware, des hôpitaux malheureusement. Et aussi des villes. Donc, ne partez surtout pas du principe que les hackers sont en vacances et autre chose à faire. Ils sont sur le pied de guerre. Ils exploitent la période actuelle en fait, ils tablent sur votre stress et une certaine désorganisation pour exploiter ce moment et arriver encore plus à leur fin. Alors là, Nicolas, on a vu ensemble une situation idéale avec une très belle liste à la Prévert. Mais qu'est-ce qui se passe dans la vraie vie quand on n'a pas tous les merveilleux outils dont on vient de parler? Ce qui arrive quand même à beaucoup d'entre nous. Donc, par exemple, pour la partie gouvernance, qu'est-ce que tu recommanderais de faire si on n'a pas une charte de nomadisme, un process de gestion de crise et autres? Alors, tout d'abord, restez très simple, très factuel. C'est surtout l'enjeu derrière est de rassurer
informer et de donner des conseils et de porter des recommandations. Comme tu le disais tout à l'heure, probablement tout le monde n'est pas doté de charte d'analyse, tout le monde n'est pas doté de politique. Là, l'enjeu, c'est en 10 points, quelle est la fiche A4 qui permet de rassurer et de donner ces comportements simples, mais prépondérants et essentiels pour la qualité de l'expérience de l'utilisateur et qui servira très certainement de base à une future charte de nomadisme. Et pour la partie protection, quand on n'a pas toute la suite, alors bon, je pense que toutes les entreprises sont arrivées à l'antivirus, mais on n'a pas forcément tous le BYOD, le VPN, le Zero Trust. Qu'est-ce que tu peux donner comme conseil? Alors, on va repartir d'une anecdote vécue dont nous avons parlé en préparant ce webinaire. C'est tout le monde n'a pas déjà un ordinateur portable en entreprise. Un certain nombre d'entreprises utilisent des ordinateurs fixes et ces ordinateurs fixes ont été expédiés parfois par des moyens par des transporteurs, parfois par les collaborateurs eux-mêmes. Quelles sont ces quelques mesures clés qu'on peut prendre lorsqu'on se retrouve dans une pareille situation. La première, c'est pour la DSI, c'est s'assurer que de la continuité des patchs avant de partir et qu'un minimum de niveau de patch est appliqué. Et surtout, c'est garder à l'esprit que les machines ne sont plus protégées physiquement par les locaux de l'entreprise. Donc là, il y a un point d'attention particulier sur le chiffrement des machines, sur les conseils donnés aux collaborateurs. Comme tu disais, le soir, j'éteins la machine, je ferme ma session parce qu'il n'y a pas ces moyens de protection physique autour du poste de travail qui subsiste. Pour ceux qui peuvent, c'est donner, dans le cas où il n'y a pas d'équipements qui sont disponibles, c'est donner la priorité à des moyens de connexion ne nécessitant pas de ressources. On va parler de VDI, on va parler de bureau à distance, on va parler de RDP ou d'autres technologies pour le faire. Parce que moins on a besoin de ces ressources locales, moins on va avoir d'adhérence. Mais c'est surtout à mettre en regard de contrôle de l'identité, de gestion de l'authentification forte. Maintenant, on va distinguer deux cas. Le cas de l'entreprise qui a son système d'information cloudifié, et là, c'est vraiment la priorité absolue à l'authentification forte et aux technologies de type antivirus et EDR. Et si le SI est peu ou pas cloudifié, c'est mettre en place du BioID avec à minima, vraiment l'absolu, c'est quel est l'état de la machine, une connexion VPN et de l'authentification forte. Donc on met le BYOD finalement, c'est du confinement pour nos PC. C'est s'assurer, faire un petit check de santé avant de le laisser rentrer sur notre réseau. C'est ça, on est vraiment dans l'air du temps et on confine les postes de travail avant de confiner les collaborateurs. Et pour la détection, qu'est-ce que je fais si je ne dispose pas d'un SIEM, d'un SOC, d'une analyse, d'un service d'analyse de menaces? Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux quand même faire? Il faut choisir les quelques ressources clés. Donc principalement, ça va être les points d'entrée de l'entreprise et le service qui va fournir l'identité aux collaborateurs. Donc c'est vraiment sur ces deux axes, si vous n'avez pas les moyens d'avoir plus de visibilité qu'il faut vous concentrer, et c'est de surveiller les rapports de protection de vos outils. Vous avez des rapports qui remontent, que ce soit l'antivirus, utilisez-les. Ces rapports-là sont utiles pour savoir où est-ce que les protections peuvent être désactivées et s'il y a des points d'attention à apporter, surtout passez-y du temps, c'est quelque chose d'important. Et enfin, pour la réponse, qu'est-ce qu'il faut faire? Ma réponse c'est toujours un exercice compliqué. Idéalement, c'est d'avoir anticipé, d'avoir son organisation de réponse à incident. C'est être en contact avec des partenaires qui font de la réponse à incident, mais c'est surtout se poser des questions sur qu'est-ce qui est acceptable ou pas en mode plan B, éventuellement de perdre, éventuellement d'arrêter, le temps de pouvoir démarrer, le temps de pouvoir analyser et le temps de pouvoir rebondir. Donc, il y a un petit peu d'analyse de risque à faire et de beaucoup d'échanges avec les métiers pour savoir qu'est-ce qui est réellement important, critique et ou urgent.
En termes de SOC et de surveillance, de manière plus précise, s'il y a 4 choses à regarder, c'est les notions de voyage impossible. On va avoir de plus en plus de comptes qui vont peut-être être tentés d'être accédés aux 4 coins du monde alors que la personne est tout juste à côté. Ça peut être Nassira, une tu peux source. passer au slide suivant? C'est sur le slide d'après. Ah, Super, ok. merci. Merci. Donc, c'est vraiment ce sujet du monitoring donc, à travers, par exemple, les outils, les suites bureautiques, sur les voyages impossibles, sur les utilisateurs à risque. C'est vraiment gérer votre patch management. On l'a assez dit. C'est un des grands challenges du RSSI, le patch management, le patch management, le patch management. C'est vérifier que votre antivirus est à jour et surtout, soyez très, très, très vigilants sur les tentatives de brute force sur les comptes et sur les vulnérabilités présentes sur votre parc. Et pour terminer, il y a beaucoup de solutions en ce moment qui sont mises à disposition. N'hésitez pas à contacter vos partenaires qui sont là pour vous aider. Et il y a beaucoup d'offres actuellement en cette période de crise. Oui, on a vu une vraie mobilisation aujourd'hui de la communauté cyber. Donc, pour les entreprises aujourd'hui qui ne seraient pas dans la situation idéale, le message, c'est vraiment contacter vos partenaires. Et il y a beaucoup de produits qui sont mis à disposition aujourd'hui gracieusement pendant toute la durée de la crise ou à des prix intéressants. Ça peut être un laboratoire pour vous, ça peut vous permettre de tester ou de mettre en place des solutions et d'en démontrer la valeur ajoutée en situation de crise par rapport à votre DSI. Donc, c'est essayer de tirer le meilleur de la situation actuelle. Nous vous avons rajouté des sources d'information, la CNIL toujours, qui vous fournit tout un tas de documents hyper intéressants et dont vous pouvez vous inspirer pour créer vos documents d'entreprise. Le site cybermalveillance.gouv.fr sur lequel il y a également plusieurs documents très intéressants. Et enfin, on voulait parler d'une initiative française qui s'appelle Open Solidarity, qui rassemble un certain nombre d'acteurs et qui vont vous proposer des solutions de télétravail ou de collaboration pour soutenir l'effort collectif pendant cette période de crise. Il y a également eu des appels pour, je dirais, que nous nous rassemblions et que nous fassions tous front, la communauté cyber. Je pense que les attaques sur les hôpitaux ont particulièrement choqué la communauté cyber. Donc, il y a une vraie volonté aujourd'hui de s'unir et de partager l'information pour monter tous en termes d'immunité cyber. On parle beaucoup d'immunité en ce moment, mais là, le sujet qui nous intéresse pour cette continuité, c'est l'immunité cyber. Voilà pour les aspects que nous voulions vous présenter aujourd'hui. Merci beaucoup Aline, merci Nicolas. Plusieurs questions sont arrivées. Je vais vous laisser la main pour à ces questions. Mais avant de vous laisser la main, je vous laisse le temps de prendre connaissance de ces questions. J'aimerais vous parler du livre. Je vous invite à acheter le livre. En fait, il est sur toutes les plateformes Amazon et toutes les autres plateformes. Quoique en ce moment, il est en rupture de stock chez Amazon, donc vous le trouvez à la FNAC. Je ne porte pas de suite à capuche, pourtant je travaille dans la cybersécurité. C'est un guide des métiers, des formations et des opportunités dans la cybersécurité. Le livre a 3 objectifs, 3 parties. La première partie, on va dresser l'ensemble des métiers de la cybersécurité, qui reste quand même une filière assez méconnue aujourd'hui. Et il s'adresse à tout le monde, les lycéens, les étudiants, les parents, les enseignants, les professionnels d'orientation, les salariés en reconversion. Donc, ça trace un panorama complet de l'ensemble des métiers. Associé à ça, les formations
qui permettent d'aller vers ces métiers, aussi bien des formations courtes, des formations ciblées, des formations longues. Donc voilà, tout ce qu'on peut trouver, l'ensemble des, je pense, 400, on a recensé 400 formations en France. Le troisième objectif, ou troisième partie du livre, on a donné la parole à 23 cyberwomen qui parlent de leur métier. Cette fois-ci, ce qui est intéressant, c'est que tous ces métiers qu'on a recensés peuvent aussi être exercés par des femmes. Et donc, les femmes vont parler de leur métier, vont parler des aspects de leur métier. Chacune va parler de son métier, de ce qu'elle fait, de sa passion, de ce qu'elle fait. Et c'est ça qui est très, très, très intéressant pour motiver d'autres jeunes filles et d'autres jeunes femmes à venir vers ces métiers qui ne sont pas réservés aux hommes. Et elles aussi, elles peuvent s'épanouir à faire ces métiers. Je vous donne rendez-vous pour les prochains webinaires en situation de télétravail, les aspects psychologiques. C'est très, très important. On a parlé des aspects techniques, mais les aspects psychologiques sont aussi importants. On se trouve confiné dans 40 mètres carrés avec 4 enfants et un seul ordinateur. Le clic-souris arrive très, très vite et très, très vite, on est en situation de vulnérabilité qui va engendrer des situations de crise plus que celles qu'on peut vivre actuellement. Le deuxième webinaire, c'est à la demande de plusieurs personnes, c'est revenir justement sur le livre, ceux qui ne peuvent pas avoir le livre, nous dire, ils veulent nous demander quels sont les métiers, proposez-nous un webinaire où vous nous parlez des principaux métiers et puis les formations qu'on pourrait suivre. Je suis en train de préparer 2 autres webinaires, un qui sera très technique. Cette fois-ci, nous avons la chance d'avoir divers profils dans le CEF6, notamment une directrice de laboratoire de pentest d'un grand éditeur qui va nous parler du laboratoire, comment elle va tester, elle va faire des pentests, comment elle va faire des tests de stress, des tests d'intrusion sur le produit avant de les mettre sur les marchés. Et c'est très, très, très intéressant. Et enfin, le dernier, l'appel du 9 avril. Il faut dire que cette situation de Covid nous a montré notre dépendance des technologies américaines, des technologies GAFA, des technologies chinoises aussi. L'idée, c'est quel avenir du numérique en Europe on voudrait demain. Donc, le numérique d'après la crise serait sécurisé, serait souverain, parce que là, on a quand même des technologies qui existent, technologies françaises et européennes. Donc, il sera souverain, sécurisé. Et moi, je rajouterai aussi humain aussi. C'est très, très important. On a oublié l'aspect humain jusqu'à maintenant. Donc, l'idée est revenir sur cet appel du 9 avril et d'expliquer pourquoi il y a cet appel et quel est l'objectif de cet appel et pourquoi aller vers cet appel. Trois objectifs, un numérique libre, souverain, sécure et humain. Je pense qu'on va à Steph. Isabelle, si vous avez des questions à poser. Ben oui, il y en avait quelques-unes. Isabelle? Oui, il y en a. Tu m'entends? Oui. Oui, on t'entend. Alors, il y en avait une qui avait été posée, c'était pour un titre qui s'appelle le DEIS et qui apparemment, alors c'est pourquoi les entreprises ne font pas appel à ces professionnels pour instaurer un travail de sécurité en formant les salariés. Ce diplôme n'est pas forcément si connu que ça auprès de la DSI. C'est la question. Moi, je dirais que le problème que je rencontre plutôt en tant que RSSI, c'est de trouver des personnes disponibles et compétentes. Donc, je dirais que si ce diplôme est pertinent, moi, je recruterai quelqu'un avec ce diplôme avec plaisir. Ma difficulté aujourd'hui, pour être clair, c'est de trouver des profils compétents, disponibles et qui parlent anglais.
si je peux me permettre. Quand on travaille dans un groupe international, surtout en cyber, aujourd'hui, on ne peut pas dire je suis français, je ne parle pas anglais, ça ferme des portes terribles. Donc, voilà, moi, j'ai aucun a priori sur ce diplôme. Pour moi, si la personne est formée et compétente, ça sera avec grand plaisir. Mais mon problème aujourd'hui, c'est plutôt la pénurie. Alors ensuite, on a une autre question. Quel risque d'attaque malveillant via les librairies open source disponibles sur le marché? Quelles sont les librairies? Quels sont les Par rapport aux produits open, ouais. Par rapport aux produits open, ouais. Le principal risque, je dirais, de la plupart des produits open, c'est de pas avoir de patch ou de correctif, parce qu'on n'est pas sur une entreprise où on a payé un produit avec une maintenance où ils sont censés fournir le correctif, même si on sait que ça a ses limites. Pour moi, c'est dans la plupart des entreprises, c'est ce qui freine en fait, c'est la difficulté d'avoir une maintenance autour de ces produits open source. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais moi, je dirais, au-delà de ça, dans le cadre de l'usage de l'entreprise, l'utilisation de l'open source est un très grand apport, enrichissant pour l'innovation. Après, un des aspects compliqués de l'open source, c'est peut-être la dimension réactivité avec des notions de SLA qui, dans le monde de l'entreprise, sont assez difficilement matérialisables dans le cadre de l'open source. Et c'est pour ça qu'on voit des communautés à la fois open source et à la fois commerciales qui apportent cette couche de service et ce support aux entreprises. Concernant la notion de malveillance, un des buts de travailler en open source, c'est de partager ces codes et que ces codes soient connus par suffisamment de monde pour éviter de potentiels risques. Maintenant, quelle instance valide, quelle instance certifie la qualité du code, c'est un certain nombre de choses qui sont complémentaires. Mais gardons à l'esprit que cet open source, c'est aussi un des vecteurs forts de l'innovation et qui vient permettre d'accélérer les services de l'entreprise, les capacités de l'entreprise et donc de rebondir. Donc il faut encourager ces usages-là, il faut les accompagner et venir les renforcer dans le temps. Alors j'ai une autre question. Que pensez-vous des accès SharePoint Online en mode emplacement réseau? Alors, ces solutions de partage de données en ligne, donc déjà la première chose, c'est ça doit être maîtrisé par l'entreprise. C'est oui, avec de l'authentification forte et pour la DSI, en complément, peut-être des scénarios d'analyse sur le comportement, ne serait-ce que savoir est-ce que tous les documents de l'entreprise ne sortent pas. Des choses aussi simples que ça. On n'est pas faire du granulaire, mais c'est juste de valider que le partage n'est pas ouvert à tout le monde. Pendant un certain temps, ces solutions de partage, par défaut, quand on voulait partager, étaient ouvertes en anonyme, sans authentification à toute personne ayant le lien. Donc, c'est vraiment ces usages-là sur lesquels il faut être vigilant, qu'il n'y ait pas d'accès anonyme aux ressources de l'entreprise sur ce type de sujet. Et c'est ce qui a fait la force des solutions Microsoft, c'est la capacité à pouvoir les utiliser de partout. Et c'est aujourd'hui, en tant que RSSI, ce qui en fait un peu la faiblesse. Microsoft lui-même le reconnaît. Si on a le login, le password, vous ouvrez une session et vous vous connectez au SharePoint de n'importe qui, si vous avez son login et son password. C'est pour ça que l'authentification forte, pour moi, elle est indispensable si on veut éviter un jour de se retrouver en situation de crise avec des comptes volés suite à une attaque de phishing des plus classiques. Et puis, oui, ce que tu évoques, Nicolas, surveiller pour éviter qu'il y ait de la fuite de données, donc les solutions dites de Data Leakage Prevention. Surtout que Microsoft, maintenant, en plus, ils ont introduit Teams, qui est un très bel outil, mais qui vient corréler des groupes dans Teams avec de l'accès documentaire. Et pour les administrateurs, ça devient vraiment nébuleux de savoir qui a accès à quoi et comment et avec qui ça a été partagé. Donc, c'est très user-friendly, c'est pas toujours très security-friendly. Oui, puis pour rebondir sur Teams, en plus, on peut mettre tellement de gens en mode invité aujourd'hui qu'ils l'ont ouvert au grand public. Et là,
c'est tout On récent. maîtrise plus, ouais. On maîtrise plus rien dans l'histoire. Voilà. Exactement. Et, Par contre, le il y a une monitoring question. n'est pas toujours le fort de Microsoft, je dirais. Non. Il propose des features qui sont très intéressantes pour l'utilisateur, et je comprends complètement que ce soit bien, mais et apprécié, et c'est ce qui fait que l'adoption est aussi efficace. Hein. Faut pas se tromper là-dessus. Par contre, nous derrière pour le monitoring, souvent c'est un peu le parent pauvre. Oui, il faut des outils tiers pour s'interfacer dessus pour arriver à faire un suivi. Ce qui n'est pas simple. Il y a resté une en haut, effectivement. Mais bon, c'est quand même un grand classique. Voilà, le grand classique, c'est le PGP. Bon, c'est quand même pas d'aujourd'hui. Il y a pas mal de possibilités avec. On peut protéger sa communication mail par PGP ou par des passeports à une époque. Est-ce que vraiment c'est encore utilisable en entreprise? C'est un des moyens d'utilisation qui, en fonction des services mis en place de protection sur la messagerie, ça fonctionne. Après, c'est des modalités. Le travail est là, l'intégration marche. Maintenant, il y a des solutions et là, on va plutôt être sur des suites de gestion d'identité, des suites de la protection de la messagerie, avec des choses qui sont intégrées, plus ou moins natives, plus ou moins avec des outils tiers, plus ou moins avec des logiciels tiers. Donc, il y a différents moyens d'adresser la protection de la communication par email. D'accord. Moi, j'avais envie de poser une question. Est-ce qu'il y a plus de complexité à gérer la sécurité dans un environnement Microsoft par rapport à Google, ou quelles sont les différences entre les deux? Moi, je dirais la difficulté sur ces produits-là, pour moi, elle est à peu près la même, vue de ma fenêtre. C'est que ce sont des produits qui sont très axés utilisateurs, qui ont des adoptions et qui sont très faciles à prendre en main, et qui réfléchissent pas toujours à la phase surveillance, monitoring et outils pour les administrateurs. Voilà, c'est mon ressenti, c'est que ce sont des outils et je comprends complètement que les entreprises les privilégient parce qu'ils sont pertinents, mais derrière nous on rame un peu quand on essaye d'adresser la sécurité, on rame un peu à avoir les informations, à les comprendre, à les rendre lisibles et à les exploiter. Voilà. Je vois pas de grande différence. Je sais pas, Nicolas, si tu as un point de vue différent. Voilà, mon expérience de RSSI sur les deux environnements, c'est que on n'est pas en maîtrise directe. Donc, on va avoir des informations de manière indirecte. Préconisateur d'exigences de sécurité sur ces solutions qui sont conçues et qui viennent pour certaines d'entre elles du grand public et du consommateur final. Donc, la jonction de l'exigence de sécurité, de grande confidentialité est quelque chose qui peut être relativement compliqué à aligner en termes d'expérience utilisateur. Une dernière question, je crois. On avait effectivement, c'était plutôt des liens pour le DEIS pour expliquer un petit peu l'information qu'on pouvait trouver en ligne. Donc là, je viens de la publier pour tout le monde. Il y a une autre question. Comment utiliser le MFA avec Steam et les applications reliées? C'est pour toi, Nicolas? J'ai pas entendu. MFA avec MS Teams et autres applis Microsoft. Alors, le MFA, il y a plusieurs solutions de MFA. Il y a une solution native de MFA qui est fournie, que ce soit avec la suite Microsoft comme avec la suite Google, qui s'intègre de manière complètement native, transparente et qui va sur toute la chaîne applicative à travers donc les différents modules, que ce soit du mail, de l'édition de documents, du tableur, de la présentation de support, du partage. Tout est complètement lié et quasiment invisible pour l'utilisateur une fois qu'il est connecté. Mais il faut qu'il ait été déployé. Voilà.
Il faut que la solution ait été activée. C'est ça. Mais oui, il y a des solutions d'authentification forte à travers du multifacteur qui sont natives chez Microsoft, qui sont très bien et très pertinentes, qui vont à tout le moins couvrir la suite Microsoft. Le point, malheureusement, c'est que dans beaucoup d'entreprises, ça n'a pas été activé. Oui, c'est des services supplémentaires. Même pas forcément. Non. Si on a une licence E3 ou au moins E3, pour moi, c'est pas à coût supplémentaire. Enfin, là, je rentre un peu dans les considérations Microsoft. Oui. Mais après, c'est parfois des décisions d'entreprise de ne pas le mettre en place. Oui, Et quand il faut le faire par après, c'est là où ça devient compliqué. Si au moment où on déploie tout Microsoft, les OneDrive, les SharePoint, les Teams et autres, on dit ça arrive en même temps, l'utilisateur est dans un état d'esprit de changement et d'adaptation, il va l'embarquer avec le reste. Quand il a déjà pris la main sur ses outils et puis qu'on lui rajoute des changements, c'est un peu plus compliqué. Oui, voilà. ça devient une restriction. Ça devient une restriction pour l'utilisateur. C'est ça. Vaut mieux tout packager ensemble. Ça implique des belles maquettes avant. Avec la sécurité au début du projet. Ah, tout à fait. La prévoir par défaut. Effectivement, ça c'est pour tout le monde. C'est le Security by design. Voilà. Dès le début, dès qu'on commence à y penser, il faut tout prévoir. Bien sûr. Voilà, exactement Valérie. Alors, voilà. D'autres questions? Qu'on a d'autres... Pour l'instant, non. Je pense qu'on a fait le tour. On a fait le tour. Ah oui. On a été clair. Pourquoi Livestorm et Bicart, je ne connaissais pas ça. Ce serait meilleur. On a tellement Bicart, je ne connais pas. Non, on a tellement échangé sur les outils de visio dernièrement qu'on en découvre encore. Livestorm est français. Ouais. Déjà, européen. Donc, je parlais tout à l'heure européen, donc je parlais tout à l'heure de la souveraineté. On espère tous que demain, on puisse trouver des firewalls européens, des IDS européens, parce que toutes les technologies, malheureusement, sont ailleurs. Et on voit comment on est dépendant de ces technologies. Est-ce que le monde demain sera meilleur pour nous, enfin, du moins à notre niveau, au niveau de nos métiers? Est-ce qu'il sera... est-ce que ce sera totalement souverain, est-ce que sera indépendant de la Chine, indépendant quand on voit les cœurs et le nœud de réseau, c'est du Huawei, c'est du Cisco, c'est qu'est-ce qu'on a comme technologie européenne pour être souverain et ne pas dépendre des GAFAM ou bien des Chinois en fait. Effectivement, voilà. pour reprendre la main. Peut-être pour conclure, si vous n'avez pas d'autres questions, on va conclure. Alors, les freins psychologiques, une question qui arrive. Pour réussir une sensibilisation des interventions en cybersécurité et cybervigilance, des cyberpsy intéressés par la cybersécurité étudient ce genre de comportement et donnent des solutions. Oui, effectivement, il y a des analyses comportementales des utilisateurs, mais je n'ai pas trop de retour là-dessus. Mais je pense que c'est un sujet qui va être peut-être plus abordé dans le prochain webinaire. Donc, on va laisser de quoi parler. Il y aura de quoi là-dessus. Ça vous fera venir au prochain webinaire sur les aspects psychologiques autour de la cyber. On communiquera les dates dès qu'on aura finalisé, parce qu'il y a quand même une phase préparation. Je vois arriver Storm Shield, Storm Shield français, c'était l'ancien NetTask qui a fusionné avec Arcoon, que je connais très bien parce que je fais partie des premiers certifiés Expert Plus sur les NetTask. C'est une technologie aujourd'hui qui est commercialisée par Airbus. Ça reste une technologie française. On veut avoir plus qu'une seule technologie. Et on l'a vu avec Zoom. Zoom, ça marche très, très bien par rapport à d'autres outils qui sont aujourd'hui le français, Livestorm ou Tixeo aussi qui a été... il y a un tableau de comparaison là qui est sorti récemment. Ouais. Donc Tixeo, la seule plateforme certifiée par l'ANSSI.
Et Zoom Secure. Zoom peut être secure s'il est correctement configuré par l'entreprise. S'il est utilisé en solution d'entreprise, je dirais qu'il n'y a pas. C'est toujours une question délicate. C'est qu'a priori, nativement, il peut y avoir des failles, mais les produits sont faits pour être a priori sécures. Et quand on commence à ne plus patcher, à ne plus mettre à jour, à ne pas faire le hardening, à changer des paramètres ou à ouvrir le firewall, oui, au bout d'un moment, les solutions sont moins sécures. Effectivement, là, on a une question qui nous est posée. Effectivement, ils disent oui, Zoom va devenir sécure, mais pour le RGPD, les serveurs ne seront jamais en Europe. Ah ça. On est bien d'accord. Peut-être pas. Hein. Après, il y a beaucoup de grands groupes qui ont infléchi leur position, qui ont ouvert des data centers en Europe pour répondre à ces questions-là, et qui ont vu que c'était devenu une question sérieuse et que ils perdaient des marchés parce que, faut être clair, si les entreprises décident de ne pas souscrire à un service parce que les serveurs ne sont pas en Europe, après avoir perdu plusieurs grands comptes, ils vont relocaliser des serveurs en Europe. Hein. C'est une équation, financière simple. Négociation quand même, quand on voit Office 365, le seul pays européen à voir imposer à Microsoft que les données soient hébergées en Allemagne, c'est l'Allemagne. Donc, c'est pour conclure, c'est compliqué aujourd'hui de négocier. Je pense qu'on a fait le tour. Il restait juste une petite réponse. On pourra peut-être faire un petit focus sur la protection de données personnelles. La prochaine fois, c'est peut-être une idée pour un prochain webinaire. Sur les intervenants en Europe, effectivement, comme ça a été indiqué là dans le chat il y a quelques secondes, c'est que même si le produit est installé en Europe, les réplicas, on ne les maîtrise pas. Voilà. Contractuellement, normalement, on peut. Mais bon. Voilà, mais ça sera à discuter la prochaine fois. Je pense qu'il y a un bel élément à travailler là-dessus, parce qu'il y a pas mal de docs qui existent maintenant de tous ces prestataires. Ils veulent montrer un petit peu d'ouverture, donc il va falloir les suivre. Merci à vous tous. Merci Nicolas, merci Isabelle, merci Aline, Steph, merci. C'était excellent. Merci à nos auditeurs qui nous ont suivis, qui ont chatté tout au long de ce webinaire. Je vous donne rendez-vous pour les prochains parce que c'est l'heure de casserole pour moi. Il faut que j'aille sur le balcon. Voilà, donc merci à vous. C'est très important. Rejoignez le CEF6, www.cef6.com. Avec nous, on a des super projets, beaucoup de personnes très motivées. Merci Gérard qui ne rate aucun de nos webinaires. Gérard, pareil aussi que Nicolas, un des premiers, on va dire, de l'écosystème cybersécurité qui a soutenu le CEF6. Bonne soirée à toutes, bonne soirée à tous. Prenez soin de vous et à très vite. À très vite. Bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Il ne reste plus que nous. Bon, on peut s'en aller alors. Effectivement. On ferme la porte. On va fermer la porte, mais je ne sais pas si ça se ferme tout seul. Ferme la porte. Ok. Aucune idée. Je pensais qu'il s'arrêtait tout seul. Bon. Là, je vois que c'est en train de disparaître. 12 personnes encore connectées. Donc, on va fermer la porte comme on ferme la classe, hein, c'est ça? Exactement. Là, les personnes, on leur dit à la prochaine, effectivement. Allez hop, bonne soirée à tout le monde. Si vous êtes encore là. Salut.
Salut.